Dans cette deuxième partie du projet DFTA 266, on va maintenant s'intéresser au traitement du signal en sortie de notre générateur DDS basé sur l'AD9833. Dans la première vidéo, on a vu comment générer des signaux propres, sinus, triangle et rectangle, à l'aide du Sinuino XIAO. Mais ces signaux ne sont pas directement exploitables tels quels. Les signaux sinus et triangle sont environ 0,6 volts crête à crête, référencés au 0, et ne sont pas adaptés à une utilisation sur un banc de test classique. Par contre, le rectangle est aussi référencé au 0, mais avec une amplitude bien plus importante de 5 volts crête à crête. Pour info, son rapport cyclique est très proche de 0,5. L'objectif de ce schéma est donc de transformer ces signaux en quelque chose de propre, stable, cohérent, réglable et exploitable en labo. On va transformer un signal brut en un vrai signal de laboratoire. Centrage du signal permet de recentrer le signal autour du 0 V. Le DDS fournit un signal unipolaire référencé au 0 V, c'est-à-dire non centré, et ici on va volontairement le transformer en signal symétrique pour travailler plus facilement avec une alimentation plus ou moins 12 volts. On utilise donc un montage sommateur. Il est constitué de U3.1 et de ses résistances R14, R16, R15, R17. Comme les résistances sont identiques, on réalise ici un sommateur simple et donc la sortie correspond à la somme du signal DDS et d'une tension de décalage appelée décal 1. Donc une entrée reçoit le signal DDS, l'autre une tension de référence décal 1 qui est négative, ce qui permet de soustraire une composante continue et obtenir un signal centré. Nous verrons un peu plus loin comment fabriquer cette référence. Point important, pas de condensateur de liaison. Et oui, vous l'avez vu, il n'y a pas de condensateur de liaison en entrée. Et ce n'est pas un oubli, c'est volontaire. Un condensateur de liaison crée obligatoirement un filtre passe-haut avec les résistances du montage. Conséquence, atténuation des basses fréquences, déformation du signal et surtout, impossibilité de descendre correctement vers quelques hertz. Or ici, l'objectif du générateur est justement de couvrir une large plage de fréquences, y compris les très basses fréquences. Donc au lieu de filtrer le continu, on préfère le gérer activement avec le sommateur et conserver une réponse correcte jusqu'à des fréquences très basses. En contrepartie, le réglage de l'offset devient critique et la stabilité du montage doit être bien maîtrisée. Mais c'est le prix à payer pour garder une bande passante complète du très bas jusqu'au très haut de la gamme. Ensuite, on trouve un second étage d'amplification et de décalage. Son rôle est donc double. Ajuster l'amplitude du signal, soit en jouant sur l'amplitude d'entrée, soit sur le gain. Réaliser un décalage continu du signal, tout en maintenant une bonne linéarité. Atténuation et amplification, c'est cette partie-ci. Donc, je résume, calibrer l'amplitude, garantir que le signal reste propre sans distorsion excessive. Au début, RP6 permet de fractionner de 0 à 100%
du signal DDS recentré sur le 0 V. Ensuite, un amplificateur non inverseur constitué de U3.2 et des résistances RP8, R19 et R20. Son gain est égal à 1 plus R19 plus RP8 divisé par R20. Selon la position du curseur de RP8, le gain peut varier de 1 à 12. Décalage de la composante continue. Après cette amplification, nous pouvons appliquer un décalage décal 2, positif ou négatif, grâce au sommateur constitué de U4.2 et des résistances R23, R24, R25 et R26. La sortie, ici, est égale au signal amplifié plus le signal amplifié, voilà, plus décal 2. Décal 2 pouvant approximativement varier de plus 3 à moins 3 volts. Nous analyserons un peu plus loin comment fabriquer cette tension de décalage. Étage de sortie. Enfin, on arrive à la partie la plus puissante du montage. L'ampli op ne peut fournir que peu de courant, les transistors s'en chargent. J'ai décidé de placer cet étage afin de préserver le montage de toute conséquence d'un court-circuit en sortie. J'ai d'abord pensé simplement à une résistance série et j'ai arrêté mon choix sur une valeur de 50 ohms pour rester dans les standards habituels. Seulement, un rapide calcul m'a fait comprendre que le courant d'un éventuel court-circuit en sortie deviendrait destructif pour l'ampli op U42. J'ai donc décidé de monter un ampli de courant push-pull constitué principalement des transistors Q1 et Q2. Étage de sortie avec transistor complémentaire. Son rôle, fournir du courant, par exemple sur un court-circuit accidentel lors d'utilisation. Attaquer une charge externe, ici en sortie. Améliorer la robustesse du signal. On voit ici des transistors complémentaires Q2 NPN et Q1 PNP, des résistances d'équilibrage R46 et R47. Elles apportent de la stabilité anti-emballement thermique, de deux diodes D1 et D2 qui contrent une distorsion de croisement, et une résistance de sortie R44 qui peut adapter l'impédance avec un appareil utilisateur d'impédance 50 ohms et participer à la protection contre les courts-circuits. Cela permet donc une sortie stable, capable de driver du 50 ohms et moins sensible aux perturbations. En particulier, le signal carré. Vous remarquerez que le signal carré ou rectangulaire, si vous préférez, est traité un peu différemment. Et c'est normal, le signal carré, contrairement au signal triangulaire et au signal sinusoïdal, n'a pas une amplitude de crête à crête de 0,6 volts, mais de 5 volts. Lorsque l'on passe en mode carré, mode rectangulaire, le signal est beaucoup plus important en amplitude. Il faut donc l'atténuer pour rester cohérent avec les autres formes. Si Q3 est saturé, c'est-à-dire si on a la présence d'un 5 volts sur la résistance de base R33, la résistance 250 kg R36 est shantée par la saturation de Q3.
Le signal d'entrée est donc divisé par un peu plus de 9 par le pont diviseur constitué de R35, RP9 et R34. Par contre, si Q3 est bloqué, mode différent de mode square, le signal appliqué sur la partie basse de R15 est quasiment égal à 100% du signal d'entrée en provenance du DDS. Génération de la tension de centrage décal 1. Décal 1 va contribuer à décaler le signal DDS pour le centrer sur le 0. Les signaux triangulaires et sinusoïdaux, et on peut même ajouter maintenant les signaux rectangulaires, grâce à la correction d'amplitude par Q3, ont une amplitude de 0,6 volts, crête à crête, et donc une valeur moyenne de 0,3 volts. Signaux de forme symétrique. Il faut donc soustraire 0,3 volts au signal DDS pour le centrer sur le 0. Ce 0,3 volts négatif, car nous avons affaire dans la fonction centrage à un additionneur, est présent sur le curseur de RP5, à peu près en position 50%, si mes calculs ont été faits correctement. C12 est présent pour limiter, pardonnez-moi l'expression, les crachotements durant le réglage. Afin que la partie aval ne perturbe pas ce réglage, j'ai utilisé un amplificateur suiveur constitué de U4.1. De fait, cette fonction va participer au recentrage du signal autour du 0 V en fournissant une composante continue négative stable et donc permettre de transformer un signal unipolaire en signal symétrique. Génération de la tension de décalage décal 2. Décal 2 est à peu près le même montage que précédemment, sauf que contrairement à décal 1, il peut fournir une tension aussi bien positive que négative, réglable entre environ plus 3 et moins 3 volts. Ici, j'ai utilisé pour U5 un LT1006 AOP simple pour ne pas réemployer un NE5532 qui est un double AOP. Peu importe ses performances en fréquence, pour cette fonction décal 2, on ne traite que du continu. Passons maintenant à la simulation avec LT-Spice. Voici le schéma avec les différents blocs que nous avons vus précédemment. Attention, le repérage des composants est différent du schéma de principe. Les potentiomètres sont représentés par deux résistances pour lesquelles je fais varier les valeurs. Centrage, niveau et décalage, étage de sortie, ici on a les alimentations plus 12, moins 12, décal 1 et décal 2. Pour représenter le DDS, j'utilise ici la source V2. 0,3 volts en offset, 0,3 volts en amplitude, fréquence 1 kHz, et j'ai pris 1000 cycles, donc pendant 1 seconde. Donc c'est ce qui correspond exactement au signal sinusoïdal fourni par le DDS. Alors nous allons faire le premier test avec décal 1. On va lancer une simulation et on va observer que VS correspond au signal d'entrée, mais centré sur le 0. Donc VS
et là-bas. Après la sommation de décal 1, décal 1 en fait c'est une entrée, hein. Voilà, donc on va regarder ça. Alors par contre décal 1, voilà, il est ici. Alors vous remarquerez que mon potentiomètre, donc constitué de R15 et R17, c'est un potentiomètre de 10K, n'est pas tout à fait centré, donc à mi-course, hein. J'ai dû faire un petit réglage pour pouvoir y arriver. Et pourquoi? Ben en fait, tout ça, c'est de l'interaction entre les composants. Il y a déjà ce pont diviseur ici, donc ce générateur avec une résistance interne équivalente qui vient un petit peu perturber la loi du sommateur parfait. Et puis, ben, ces résistances d'entrée, en fait, eh bien, elles viennent aussi influencer là-dessus. Alors, j'aurais pu monter un ampli suiveur, hein, mais bon, on peut rester raisonnable, d'autant plus que ici, ça n'est qu'un réglage qui est fait une fois pour toutes. Alors, lançons la simulation. Donc, on observe VE, le signal d'entrée, et VS, le signal corrigé. Ah, j'ai même V décal 1. Voilà, on a VE qui est ici en cette couleur. Moi, je suis daltonien, donc je vais peut-être mal la définir. C'est une espèce de violet, j'appelle ça. Voilà, on voit que son point bas, c'est le 0 millivolts et que son point haut, c'est 600 millivolts. Donc c'est bien ce qu'on pensait injecter. J'ai donc le point milieu qui est ici quelque part, aux alentours de 300 millivolts. On voit que la tension Vs, eh bien, elle est à peu près alignée, ou plutôt centrée sur le zéro. Eh bien, c'est normal, hein, si on regarde la tension décal 1, bon, elle est un peu moins importante que le moins 300 millivolts, elle est aux alentours de 260 millivolts. Et donc, on a bien un signal DDS centré, recentré, pardon, autour du 0 volt. C'est celui-ci, c'est ce qu'on voulait faire. Bien, maintenant, on va essayer de jouer avec décal 2. Là, on va regarder toujours VE, VS, mais aussi OUT 3, hein, OUT 3 qui est en fait la tension de sortie est ici. Alors, on va aller régler quelques paramètres. Là, pour l'instant, on ne change rien. On va simplement ici aller rajouter. On va enlever. Alors, on va prendre OUT 3. OUT 3. VE et VS. Et on lance la simulation. Alors par contre, attendez, allons voir quand même au niveau de décal 2. Décal 2, vous voyez, c'est ici, ça c'est mon fameux potentiomètre. Donc on est bien réglé à mi-course. Allez, on regarde nos signaux. On toujours à peu près 4 ou 5 alternances. Voilà. Alors, out 3, on va lui mettre une autre couleur. On va lui mettre... on va essayer de faire que... Voilà. Avec. Donc, on voit ici mon signal VE
qui est centré sur le 0, et on voit qu'on a décalé, qu'on a recentré sur le 0 le signal Vs, et le signal V toute 3, qui est également à peu près centré sur le 0. Voilà, maintenant on va changer un peu les paramètres. On va changer un peu les paramètres. Allez, allons-y. Donc on va mettre ici, j'ai prévu de mettre 4,7, on va voir. 4,7K. Pas sûr que c'est un bon choix, on va voir. Oui, on voit on a amélioré un peu le centrage. Alors, combien vaut la tension décale 2? On va aller la rajouter. Voilà, c'est ici la valeur, la droite qui est ici, hein, c'est une valeur constante. Elle n'est plus tout à fait à 0 volts, hein, j'ai dû faire un petit rattrapage pour recentrer. Donc par contre, on est à 200 millivolts. Mais on est superbement centré. On voit donc ici l'intérêt des deux réglages, décal 1 pour le centrage principal de départ, et décal 2 pour le réglage d'offset de sortie. On voit que la sortie suit parfaitement le signal en amplitude et en décalage près. Cela signifie que l'amplification est correcte et que l'étage de sortie ne déforme pas le signal. Maintenant, nous allons regarder l'influence du gain. Donc, on laisse les réglages de décalage et on va les jouer sur le gain. Voilà. Alors, on laisse le potentiomètre d'entrée au maximum, hein. Alors moi, j'évite de mettre des valeurs 0 dans LTSpice parce que des fois, ça peut causer problème. Donc bah là, je mets 1 ohm. Ça évite d'enlever la résistance et de la remplacer par un trait. Alors, on va les remplacer, on va les réduire le gain. Donc ici, on va les mettre. D'accord. On n'est pas tout à fait au minimum. Et on va regarder les mêmes paramètres. Voilà. Donc, on voit que j'ai toujours mes 0,202 en décal 2, ici. Et on voit que mon amplitude de signal, de sortie, a diminué. J'étais en crête tout à l'heure, proche des 3,5 volts. Alors, on est un peu moins bien centré sur la sortie. Donc, en diminuant le gain, l'amplitude du signal a diminué, mais le centrage s'est légèrement modifié. Ce qui est logique, puisque les équilibres internes changent. On va corriger tout ça. Et je vais aller ici remettre mes 5K. Attention. Et on va voir ce que ça donne. On relance une simulation, donc on a légèrement modifié décal 2. Et on peut voir qu'on est parfaitement centré. Et mon décal 2 est vraiment ici à 0 volts. Vous voyez qu'on peut reprendre ce décalage hein, vis-à-vis du 0 par le potentiomètre. Maintenant, nous allons faire des réglages en conditions extrêmes. Donc, on va placer tous les réglages dans une configuration typique, gain maximum, offset
initiale équilibrée. On va remettre notre valeur de tout à l'heure. On va remettre 4,75 ici. Je relance la simulation. J'espère que ça se voit bien à l'écran. Je pense que oui, j'ai essayé de choisir un peu le fond noir. Je pense que ça va bien. Et puis j'ai épaissi un peu les traits des graphes. Vous voyez, donc on a à peu près revenu à des conditions initiales. Et maintenant, on va se mettre en extrême, en décale 2. On va tout décaler vers le plus. La tension décale 2 sera à son maximum côté positif. Alors, on va régler le potentiomètre ici au max. D'accord. Donc là, on ajoute une tension positive la plus importante, qui est aux alentours de plus 3 volts. On va voir si ça se confirme. Voilà, on voit que ma tension positive est de 3,191 volts. Et on voit que mon signal, s'est décalé, mon signal de sortie, s'est décalé sur cette tension qui devient donc cette tension moyenne. Vous voyez, là, on est à 6 volts 3. Bon, on a encore de la marge avant la saturation, hein. Mais voilà. Donc là, on a décalé avec une composante continue positive le signal de sortie. Maintenant, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc là, moins de tension positive et plus de tension négative. La valeur moyenne descend, elle est aux alentours maintenant de 3 volts 2. C'est la tension décale 2. L'amplitude reste quasiment la même. Voilà. Eh bien, cela confirme que décale 2 agit uniquement sur la composante continue. Maintenant, passons au cas particulier du signal carré. On va vérifier son fonctionnement. Dans un premier temps, signal de commande à 0, fonctionnement normal. Donc ici, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est la tension VE et la tension VS. Donc ça, on reprend, et on n'a rien changé. On va prendre simplement VE et VS. Là, on voit bien que la tension VS ici en rouge est égale à la tension VE décalée, pas tout à fait de 300 mV, mais de 270 mV. Les signaux en entrée restent cohérents. Alors j'ai oublié de vous dire que ici on n'avait toujours rien mis, hein. On a 0, donc pas de signal carré détecté par mon générateur. Il sait qu'il n'est pas en signal carré, donc il ne nous envoie pas un signal de 5 volts ici. Alors maintenant, on va passer comme si on avait un signal carré, mais on va rester qu'une sinusoïde.
Donc ici, on sait que l'amplitude est plus importante. C'est du 5 volts, donc on va faire une amplitude de 2,5 et un décalage de 2,5. Ça doit nous donner normalement en VE un signal de 5 volts sans référencer au 0. Alors par contre ici, on considère que le générateur s'est aperçu qu'il nous envoyait un signal carré, donc il nous envoie aussi ici sur un port un signal logique de 5 volts. On va aller lui mettre ici 5 volts. Donc vous voyez bien qu'on va saturer Q1, et donc on n'aura plus un pont diviseur, on n'aura plus ce pont diviseur là, mais on aura ce pont diviseur là. Et ça, vous pouvez le représenter quasiment comme un fil. Donc on a un diviseur potentiométrique d'un dixième à un neuvième. Allons voir ça. Alors, qu'est-ce que je regarde là? Alors, c'est pas ça que je veux voir en fait. Je veux VE et VE2. Donc là, on va aller regarder VE et VE2. Alors, on a VE en bleu, on voit bien qu'on a un signal de 5 volts ici. Et là, 0. Et, eh bien, on a divisé ici le signal par 10. Alors, bien entendu, il faudra faire des mesures et adapter. N'oublions pas que nous avons ici un potentiomètre pour régler l'amplitude. Je reviens à ma simulation. Donc, eh bien, le signal, on l'a vu, l'entrée est alors fortement atténuée, on l'a vu, hein, il est divisé par 10. C'est exactement le comportement attendu. On compense le fait que le signal carré du DDS est beaucoup plus grand en amplitude. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à un élément absolument clé, la réalisation de l'alimentation symétrique 12 volts. Et vous allez voir que sans une bonne alimentation, tout le reste ne tient pas. Je vous laisse réfléchir. N'hésitez pas à me faire des propositions, je les étudierai. Bien entendu, vous retrouverez un maximum d'informations par les liens vers mon GitHub dans la description. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur de nouvelles vidéos.